Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Florence Dupré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de La Poste Santé et Autonomie. Vous allez nous dire en quoi ça consiste. C'est vrai qu'on connaît très bien La Poste, mais pas forcément cette filière. Vous avez fait carrière dans les industries de la santé. Est-ce que c'était un choix de départ pour vous, ce côté s'engager dans justement le secteur de la santé ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être utile à la société. Alors évidemment, la santé, c'est un domaine où il y a plein de choses à faire et on est utile à tous les Français d'une certaine façon. Voilà. En revanche, je n'étais pas dans un milieu médical. Mais voilà, qu'est-ce qui vous a influencé finalement pour... C'était mon parcours, les personnes que j'ai pu rencontrer, et puis le fait que si on veut avoir un impact, le domaine de la santé est un très beau domaine dans lequel on peut avoir de l'impact. Et surtout s'investir dans ce secteur qui est durement impacté, en tout cas aujourd'hui, effectivement. Vous avez un père indien, et une mère champenoise, donc issus d'une mixité sociale. Alors c'est l'inverse, mais aucun souci. Donc c'est la mère indienne et le père champenois. Absolument. Et cette mixité sociale, qu'est-ce que ça vous a apporté justement dans votre construction? Alors moi, je suis un exemple de diversité à bien des titres. Je suis une femme lesbienne, d'un milieu social où je fêtais le 24 décembre au soir à Bagnolet Noël, dans un tout petit appartement, bondé, et le lendemain, j'ai été dans un hôtel particulier à Romilly, dans ma famille champenoise, et donc j'ai connu les deux styles de vie, j'ai connu cette diversité qui est enrichissante, mais qui est aussi difficile, et puis j'ai aussi d'autres domaines de la diversité, puisque je suis aussi touchée par le handicap, je sais ce que c'est d'être aidant, et donc ce sont toutes ces diversités qui m'ont fait prendre conscience que c'était une richesse, mais que aussi on n'avait pas les mêmes chances dans la vie et que c'était important de pouvoir faire converger ces mondes. Et faire prendre conscience de cette richesse. Absolument. Également, d'où votre engagement, puisque vous défendez un leadership très inclusif. Tout à fait. De quelle façon? Expliquez-nous. Alors pour moi, l'inclusion, c'est le point de départ quand on est dirigeant, puisque quand on dirige une entreprise, quand on dirige une équipe, quand on dirige un pays, en fait, c'est important de prendre les bonnes décisions. Et pour pouvoir prendre les bonnes décisions, il faut avoir le bon angle de vue. Pour avoir le bon angle de vue, il faut avoir des équipes diversifiées. Parce que si on est tous situés au même endroit, et je prends souvent l'exemple, il n'y a pas de verre ici, vision, finalement. On a tous la même vision. Bien sûr. Et donc, face à quelque chose qui est difficile, parce que le monde d'aujourd'hui est difficile, en fait, on va tous partir dans la même direction. Si vous avez un comité de direction, ou une équipe, ou des collègues, qui viennent de milieux différents, qui ont une histoire de vie différente, eh bien, ils vont regarder le même objet avec un angle différent. Donc la seule façon d'avoir une vision 3D d'un problème, c'est d'avoir une équipe qui va venir vous challenger, qui va parfois un peu vous prendre aux tripes en vous disant « Florence, là, tu vas dans la mauvaise direction ». Et ils vont vous donner un point de vue que vous n'avez pas vous-même. Et pour moi, c'est ça le plus important. Mais si vous voulez de la diversité, il faut créer de l'inclusion. Alors voilà, de quelle manière, puisque c'est aussi la difficulté, comment est-ce qu'on recrute les bonnes personnes au bon poste, les talents justement nécessaires aux entreprises aujourd'hui issus de la diversité? Alors c'est pas facile de recruter les bonnes personnes, je dirais que c'est même en tant qu'acte de dirigeant, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais bien sûr. Voilà. Et c'est là où il faut aller chercher la personne derrière la personne, l'expérience derrière la personne. Donc la première chose à faire, c'est de ne pas s'arrêter au CV, au diplôme, et d'aller essayer de comprendre qu'est-ce que cette personne a traversé. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est ce qu'on a traversé. Et plus on a eu des vies compliquées, plus on s'est enrichi. Plus on a fait des pas de côté, plus on a musclé quelque part son intelligence, sa compréhension du monde. Et donc c'est en allant chercher cette diversité, en ne s'arrêtant pas juste au CV, en creusant et en acceptant aussi, je vous le dis, d'être challengé par ses équipes, ce qui n'est jamais facile. Et pour moi, j'ai un KPI. La critique, vous dites challenge, il y a aussi la critique constructive, c'est ça? Alors moi, mon KPI, c'est d'accepter qu'on puisse se tromper. Absolument. D'abord, il faut comprendre que nous sommes vulnérables, nous sommes faillibles, et que finalement, c'est pas très grave si on se trompe à partir du moment où on s'en rend compte suffisamment tôt. Oui, c'est ça, parce qu'il faut quand même... Et pour s'en rendre compte suffisamment tôt, il faut avoir des gens qui vont vous dire « Florence, là, tu pars pas dans la bonne direction ». Et pour que ces personnes osent vous dire que vous n'allez pas dans la même direction, dans la bonne direction, eh ben, il faut que vous ayez créé un environnement où la confrontation
eh bien, est possible, où les gens n'ont pas peur de vous dire. La peur, c'est le pire hein, pour un dirigeant. On parle de dirigeants qui sont isolés. Bah, c'est quand on devient un peu béni oui-oui. Toutes les équipes vous disent la même chose. Oui, tu es parfait, tu es parfaite. Et en fait, vous allez droit dans le mur. Donc, il faut avoir des personnes qui sont capables de vous dire, là, prends en compte ça. Parfois aussi avoir des personnes qui sont capables de vous dire, tu sais, tu nous as dit que tu voulais faire ça, que tu voulais te comporter comme ça. Et bien là, je tiens à te dire que c'est pas, pas exactement. Et ça, ça vous permet de vous réaligner. Vous-même, dans votre carrière, le fait d'être une femme, est-ce que ça a été problématique ou pas, ou le contraire? Et est-ce que vous avez fait des pas de côté, comme vous dites? Alors moi, j'ai cru pendant très longtemps que je n'avais pas de plafond de verre. Jusqu'à 52 ans. Pas un sujet pour vous. Ben non, parce qu'en fait, j'ai eu une très belle carrière. Et pour moi, je me suis dit, ce n'est pas, je ne vois pas ce plafond de verre dont tout le monde parle. Non, pas moi. Et en fait, je me suis aperçue au décours en fait, d'une réorganisation. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans les réorganisations, beaucoup de progrès qui ont été faits sur la cause des femmes, en fait, eh ben, ça disparaît complètement, puisque au niveau des réorganisations, il y a une sorte de backlash où en fait, on s'aperçoit que dans une réorganisation, nous, on était 3 femmes dans la dernière réorganisation, sur une quinzaine de dirigeants européens. Et en fait, les 3 femmes sont parties. Et là, vous vous dites, ah, c'était des femmes compétentes, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc j'ai pris conscience de ce plafond de verre et c'est en cela que j'ai aussi créé un mouvement qui s'appelle Women for CEO, qui est justement là pour défendre, non pas la place des femmes, mais pour défendre l'idée, alors plusieurs choses, défendre l'idée qu'une société équilibrée, c'est important, et que la performance, en fait, c'est ensemble qu'on va l'atteindre, puisque ce mouvement a une caractéristique, hein, c'est que il y a un premier axe de travail, c'est qu'il faut que les femmes travaillent sur elles. C'est très important parce qu'on l'oublie souvent, on l'oublie, hein, on pense que c'est la société qui est ainsi faite, trop patriarcale, etc. Mais ce sont les femmes aussi qui se mettent beaucoup de freins finalement. Alors, je pense parce que la vie est difficile. Alors, je pense que les freins sont sociétaux et qu'en fait, en tant que femme, on les intègre. C'est-à-dire que si on vivait dans une autre société, on n'intégrerait pas ces freins. Et donc, les femmes... Mais pareil, hein, quand vous êtes une personne d'origine étrangère, vous allez intégrer. Quand vous êtes homosexuel, vous intégrez l'homophobie. Et donc, c'est un plafond de verre social. Et les femmes l'ont intégré. Voilà. Donc, première étape, comment est-ce qu'on désagrège, comment est-ce qu'on désintègre ce plafond de verre et qu'on s'aligne, on se renforce. Et on est capable de dire, moi je suis prête, moi je m'incarne, je suis prête. Après on peut discuter, est-ce que je suis prête à être CEO? Moi je pense que j'ai les compétences, on peut en discuter, mais je n'ai plus ce frein que je me suis mis par rapport à la société qui m'a fait intégrer cela. Deuxième sujet, si les femmes ont progressé, mais que les hommes n'ont pas compris qu'ils avaient une part de responsabilité dans ce plafond de verre, que ce n'est pas nous qui nous sommes mis toutes seules le plafond de fer sur la table, sur la tête, pardon, et mettons les choses sur la table. Oui, bien sûr. Eh bien, il faut que les hommes comprennent leur part de responsabilité. Et donc, quand ils comprennent cette part de responsabilité, ils peuvent se mobiliser, ils peuvent nous aider en nous ouvrant leur cercle de pouvoir, et puis ils peuvent devenir des gardiens d'univers inclusif. Donc, les femmes travaillent sur elles, les hommes travaillent sur eux, et ensuite, ensemble, on est en mesure de réinventer les codes de nos sociétés. Donc c'est un travail en 3 parties. Merci beaucoup. On va passer à la question d'un étudiant de Centrale Supélec. À présent, c'est juste après le jingle. La question de Centrale Supélec pour vous, Florence Dupré, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie parmi plusieurs questions. La fin de l'abondance. Quelle est votre vision sur le monde de demain, celui que nous sommes en train de construire pour les générations futures? La fin de l'abondance, c'était la fameuse expression d'Emmanuel Macron en 2022. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà? Et quelle est cette vision donc sur ce monde de demain pour vous? Alors, un de mes moteurs, c'est l'efficience. Alors, l'efficience en santé, mais l'efficience aussi dans la vie. L'efficience, c'est différent de l'efficacité. C'est de se dire qu'en fait, on doit utiliser le moins de ressources possible pour le meilleur résultat. Donc, face à cette question, je dirais que c'est mon terrain de jeu en tant que dirigeante, l'efficience. Et je pense qu'on doit, dans ce monde, effectivement, les ressources deviennent de plus en plus rares, où les attentes des employés aussi changent. Le Covid est passé par là, les nouvelles générations ont d'autres envies, d'autres façons de travailler. Eh bien, il faut qu'on revoie nos modes opératoires, qu'on travaille différemment. La question, c'est pas où est-ce qu'on est pour faire les choses, c'est qu'est-ce qu'on a à faire, pourquoi on le fait, quel objectif on se donne. Et en tant que leader, le rôle, c'est vraiment de rassembler les équipes pour progresser
vers l'objectif. Après, c'est important de se dire qu'on se fixe des trajectoires et qu'on utilise les ressources au minimum pour obtenir le meilleur résultat. Moi, je dirais que s'il y a une formule de l'efficience qui permet de faire face au manque de ressources, c'est de se dire, quand on est dirigeant, on a des personnes face à nous. Il y a une loi mathématique de l'efficience qui s'appelle Pareto, que vous connaissez, qui est de dire il y a 20% de ce qu'on fait qui contribue à 80% du résultat. Moi, j'ai une autre formule mathématique, c'est comment est-ce qu'on fait pour que 1 plus 1 soit égal à 4. Parce que quand on n'a pas de ressources, c'est vrai. Faut trouver comment multiplier. On ne peut pas additionner, ça c'est sûr. 1 plus 1 égale 4. Et bien, une façon de faire 1 plus 1 égale 4, et ça regroupera le début de notre entretien, c'est que 1 soit égal à 1. C'est que si vous créez un univers inclusif, chaque homme, chaque femme dans l'entreprise pourra être lui-même ou elle-même, avec ce qu'elle est, avec ses différences, avec ses qualités et avec ses forces. Donc si 1 est égal à 1, quand on fait 1 plus 1, et qu'on prend 1 et qu'on l'élève au carré, on a toujours 1, d'accord? Donc 1 au carré plus 1 au carré, ça fait toujours 2. La seule façon de passer à 4, c'est de créer un collectif. Et quand vous faites, bravo, voilà, la formule mathématique, bien les maths, hein, voilà, et ben vous l'avez, moi j'ai mis du temps à la trouver, oui. mais finalement, quand vous créez ce collectif, et le dirigeant, son rôle, c'est de créer un cadre inclusif dans lequel un collectif peut exister, le dirigeant étant maître des règles, derrière, chacun joue. Et quand vous avez 1 plus 1 égale 4, et que vous créez ce collectif, en tant que dirigeant, vous êtes juste époustouflé de ce que vos équipes peuvent faire. Donc concrètement, la formule mathématique, vous l'avez constatée, elle se vérifie vraiment absolument. Dans les J'ai fait aussi 1 plus 1 égale 0, hein, comme tout dirigeant, au démarrage d'une équipe, quand on démarre. Donc il faut créer le collectif, vous élevez votre collectif au carré, et vous obtenez 4. Et dès que vous avez une personne qui rentre, vous refondez votre collectif pour pouvoir avoir 1 plus 1 plus 1 au carré. Et là, vous êtes en exponentielle, la suite de Pareto. Comme quoi les femmes sont bonnes au matin. Ça, c'est plutôt pas mal. Il faut les en tout cas, il faut démystifier. Il faut démystifier le exactement. fait que les femmes ne seraient pas ni intéressées ni bonnes en maths. Elles sont bonnes, mais après, elles laissent tomber. C'est un peu le problème. Bon, ce sera un autre sujet. La question de Verian à présent, la question de Verian, un cabinet d'études et de conseils dédié aux enjeux publics et d'opinion, c'est juste après le jingle. La question de Verian en cette période d'instabilité et d'incertitude, quels sont les repères ou les principes fondamentaux qui orientent vos décisions stratégiques et qui renforcent la résilience de votre organisation? Alors le premier principe pour moi, dans cette période, c'est qu'il faut savoir manager à la trajectoire plutôt qu'à la cible. En général, on se donne un objectif, un chiffre d'affaires, une rentabilité, un bilan carbone. Et on se dit, bah voilà, il faut atteindre cet objectif. Sauf que tout bouge, que les variables sont multiples. Et donc, si vous transformez votre leadership et vous vous dites, en fait, ce qui est important, c'est de progresser sur une ligne. Et que vous construisez une trajectoire. Donc pour moi, en tant que dirigeante, mon rôle, c'est de construire, c'est de mettre un cadre inclusif et derrière de construire des trajectoires. On garde le cap? C'est garder le cap sur une trajectoire. Et la façon de le faire, j'aime beaucoup cette expression shoot for the moon, if you miss it, you will end up in the stars. Donc voilà, visez la lune, si vous la ratez, vous finirez dans les étoiles. Et pas de moi, c'est Oscar Wilde. Quand vous construisez une trajectoire, vous ne savez pas quand vous allez arriver, mais vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Pour le faire, il faut sans cesse se poser la question de, c'est des méthodes agiles qui existent, est-ce que je suis sur le bon chemin? Donc vous devez faire des boucles rapides d'auto-évaluation, de « ok, on a décidé de faire ça, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas ?» Et en équipe, c'est ce qu'on appelle le scrum et le sprint. Le scrum, c'est on se remet ensemble, on se refixe nos objectifs, on se dit oh, « mince, on n'a pas avancé comme on voulait, qu'est-ce qui a coincé ?» Derrière, on se refixe un objectif, on sprint, parce qu'on ne peut pas sprinter à plusieurs, là on est seul, sinon on tombe. Et donc, ce sont des modes de management qui sont assez différents du mode releveur de compteurs. Parce qu'on a aussi des managers, des dirigeants qui sont releveurs. T'en es où? Et où sont tes résultats? Donc il faut aussi que le dirigeant se mette au niveau de son équipe sur les objectifs, les SMART goals, donc les objectifs qu'il fixe conjointement. Et ce sont des objectifs communs. Parce que vous avez l'objectif de résultat et vous avez les objectifs de moyens. Et moi, je passe beaucoup de temps à travailler avec les équipes sur les objectifs de moyens et de résultats. Et cette boucle rapide est extrêmement importante. Et si on revient sur la diversité, en période incertaine, différents angles de vue, des personnes qui voient les choses différemment de vous, c'est le facteur de la réussite. Parce qu'il y a ce réflexe de repli aussi, ou d'arrêter, voilà, parce qu'il y a d'autres priorités. Il y a aussi une chose qui est importante dans cette période, c'est de rester extrêmement proche de ses clients.
aller regarder ce qui se passe et d'être extrêmement proche de ses employés. Parce que quand on travaille pour ses employés, on travaille pour ses clients. Quand ils travaillent pour leurs clients, eh ben, l'entreprise, en fait, elle est dans le juste. Absolument. Merci beaucoup. C'est la question de l'hémicycle à présent. C'est vous qui allez interpeller nos hommes et nos femmes politiques. On leur passer un message. Vous avez l'opportunité, en tout cas, de vous exprimer. C'est juste après le jingle, la question de l'hémicycle. La question de l'hémicycle, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces hommes et ces femmes qui nous gouvernent aujourd'hui, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale? Vous avez 1 à 2 minutes, face caméra, droit dans les yeux, c'est à vous. Alors je ne proposerai pas de nouvelles lois ou de nouvelles réformes. Je dirais que dans la période qui s'ouvre à nous et que nous vivons aujourd'hui, il est important de rester fidèle à ses valeurs. Alors, ce qui se passe en France n'est pas parfait, mais on a un socle social, on a des êtres humains, on a un socle politique aujourd'hui, on a des valeurs fortes. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, ce basculement qui est possible, ce sentiment de repli, ce risque en fait de se monter les uns contre les autres et d'avoir des positions dominantes, et le risque qu'encourt la démocratie dans ce domaine-là, eh bien c'est important de rester fidèle à ces valeurs. Et moi, ce que j'attends des citoyens, ce que j'attends des entreprises, ce que j'attends des politiques, c'est de rester fidèle à nos valeurs. Parce que face à ça, il y a ceux qui ont déjà franchi le Rubicon, qui se sont affichés de façon très forte. Je ne les mentionnerai pas. Il y a ceux qui ont décidé d'être silencieux, finalement d'oublier leurs valeurs, parce que commercialement, ça fera moins mal, ça fera moins peur. Et moi, j'aimerais qu'on soit fidèle à nos valeurs et à tous les niveaux de la société. C'est ça qui est très important. Il faut tenir la barre, il faut continuer. Et dans les sujets en particulier de diversité, puisque ce sont des combats qui m'intéressent et qui m'interpellent, on n'est pas allé trop loin sur la diversité. Quand on regarde le monde d'aujourd'hui, dans tous les pays, on n'a pas dans les mondes dirigeants des comités de direction qui ressemblent en fait au pays dans lequel ils sont. Aujourd'hui, en France, on n'a pas la parité, par exemple, alors que la France, en bas, on est 50-50. Donc, on n'est pas allé trop loin. Voilà, c'est de la rhétorique de nous dire qu'on est allé trop loin. On est vraiment au début du chemin. Donc, continuons à progresser dans ce champ, continuons à progresser pour les hommes et pour les femmes. Je mentionnerai 2 choses là-dessus, c'est quand on regarde, par exemple, et je souhaite pas que ça nous arrive, mais La Servante écarlate. Bon, je pense que c'est une dystopie qui est intéressante aujourd'hui. Ni les hommes, ni les femmes ne sont heureux dans cette série. Voilà. Donc, il n'y a pas des gagnants et des perdants. On sera tous perdants si on n'est pas ensemble. Peut-être le mot que je voudrais ajouter en conclusion, c'est que quand on regarde ces valeurs, c'est facile aujourd'hui. Tout ce que je vous dis, je ne vais pas aller en prison pour l'avoir dit. Et il y a des pays dans lesquels on va en prison juste parce que ce que je vous ai dit. Et je nous souhaite, et je vous souhaite, et nous sommes tous solidaires là-dessus, le courage de continuer à défendre nos valeurs dans le monde dans lequel on entre, parce qu'il ne sera pas simple de le faire. Et je nous souhaite, j'espère moi-même, continuer à avoir ce courage, voilà, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe quand on vit ce monde. On a des valeurs, elles sont la liberté, l'égalité, et je dirais humanité. Vous remarquerez que je ne dirais pas fraternité, parce que on parle de fraternité, on parle de sororité, et à un moment je me suis demandé, mais finalement il n'y a pas un mot qui existe? Bah oui, il y a un mot, et il s'appelle humanité. Voilà, ce sera le mot de la fin. Humanité, merci beaucoup. Le message est passé en tout cas. Merci beaucoup Florence Dupré d'avoir participé à notre émission. Merci. Vous êtes une décideuse engagée, on l'a bien vu. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.